Bonsoir et bienvenue à tous pour cette première édition de Point Rouge. Victor, bonsoir. Bonsoir Célim, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Point Rouge, l'émission hebdomadaire de Station 7, la plateforme qui vous propose de décrypter à chaud comme à froid l'actualité liée à la vie démocratique en temps de crise au prisme de la communication. Proposée par des étudiants du Master de communication politique et publique en France et en Europe de l'Université de Paris-Est Créteil, Station 7 vous donne rendez-vous chaque jour de chaque semaine avec un éventail de contenus qui font le point sur la communication en cette période inédite. Tribunes, podcasts, sondages, courts reportages, une multitude de formats sont disponibles sur notre site internet. Élections municipales, gestion de la crise, incompréhension. Restez connectés sur Station 7 et Célim, on commence tout de suite avec le rappel des titres de cette semaine. Nous sommes le jeudi 4 juin, à la une de Station 7 cette semaine. International. Alors que l'Europe semble enfin voir le bout du tunnel, en Amérique du Sud, la crise économique et institutionnelle liée au Covid-19 semble s'installer dans la durée. Au Chili, les mouvements sociaux de l'hiver 2019 ont fragilisé le président Piñera, obligé de proclamer l'état de catastrophe et de déployer l'armée. Au Brésil, pays le plus touché au monde par le coronavirus, on parle de 2 millions de cas, Bolsonaro refuse d'appliquer toute mesure de confinement. Comment le coronavirus est-il venu impacter un continent en proie à une fragilité institutionnelle inédite? Une enquête signée Ayson Chalco. État de droit. Alors que l'exécutif vient de faire voter la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, Victor Lancier nous livrera une analyse du rapport entre droit et communication. Le droit et la règle sont des arguments d'autorité. Comment les gouvernements s'en servent pour crédibiliser leur discours et se distancier de la norme? Comment la population perçoit le discours? Suffit-il à effacer la valeur normative du texte juridique? Élections municipales, c'est officiel, le second tour se déroulera le 28 juin, le Premier ministre l'a annoncé le 22 mai, et cela soulève d'ores et déjà des questions. Nos reporters vidéo d'Objectif ont fait le point pour vous. Inégalité entre les candidats, sincérité rompue de l'élection, une sérénité atteinte. Rendez-vous sur Objectif cette semaine pour découvrir notre reportage. Sondage, comme chaque semaine, Station 7 et son équipe Panel vous proposent de répondre à quelques questions afin de recueillir votre opinion sur un sujet précis. À la une de Panel cette semaine, êtes-vous favorable à la tenue d'un second tour le 28 juin? Pensez-vous que le maintien du premier tour était justifié? Les résultats vous seront présentés dès la semaine prochaine dans Point Rouge. Rendez-vous sur notre site dès la page d'accueil pour répondre aux questions. Et tout de suite, le point sur votre magazine d'actualité, présenté par Victor. Le 16 mars dernier, les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le virus du Covid-19 ont considérablement changé la vie des Françaises et des Français. Au-delà des habitudes chamboulées avec la fermeture des commerces, des cafés, bars et restaurants, c'est aussi l'un des moments clés de la vie démocratique qui a été mis entre parenthèses, les élections. L'une des préférées des Français, la poursuite des élections municipales a soulevé et continue de soulever actuellement interrogations, inquiétudes, mais surtout des débats, autant au cœur des réflexions de la société civile que sur les bancs des élus. Alors, si le 11 mai a marqué la reprise progressive des activités du pays, c'est également une reprise des questionnements autour de la volonté de reprogrammer le second tour des élections le 28 juin. Mais alors, que veut dire une telle reprogrammation des élections dans un délai aussi court d'un second tour? Mesures politiques, stratégie pour impulser un nouveau départ, symbole de continuité. En effet, Célim, ce qui est sûr, c'est que ces annonces ne suscitent pas l'unanimité, autant dans les rangs des élus que dans l'espace public citoyen. Si l'on reprend les discours, prises de parole et même plus largement le dispositif image et texte qui a entouré la communication du gouvernement dans la perspective du premier tour le 15 mars dernier, il est en effet compréhensible que pour les Français, l'idée de se rendre aux urnes un mois et demi seulement après la levée du confinement ne soit pas accueillie à bras ouverts. Pourtant, beaucoup ont réclamé la tenue le plus rapidement possible du second tour. Oui, c'est bien vrai, mais pourtant, annoncer la reprise d'une élection dont le premier tour s'est vu marqué par une abstention absolument record, presque 55%, qui s'est tenue la veille de l'annonce du confinement, tout cela vient en contradiction avec une communication axée sur la prudence, malgré la levée du confinement, la tempérance, la patience de la part du président de la République et du gouvernement. Alors, au sein de l'opposition, les discours varient. Certains prennent acte de la décision du gouvernement pour la tenue du second tour le 28 juin, d'autres la regrettent, et on voit finalement que pour certains, les prises de parole se polarisent autour d'un ethos partisan fidèle. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, a déclaré en ce sens « Philippe et Castaner proposent donc une élection sans campagne électorale, abstention record garantie, comme à l'Assemblée avec eux. La démocratie est pour la forme.
Le report est donc la plus sage décision. Fin de citation. Au-delà du clivage que cette décision suscite, c'est une critique orientée de manière plus générale sur le positionnement du gouvernement. De l'autre côté de l'échiquier politique, c'est la question de la responsabilité qui est soulevée. Alors que le gouvernement était en quête d'un consensus général avec les chefs de parti, ce n'est pas à l'opposition de décider de la date du second tour, a déclaré mercredi 22 mai Marine Le Pen en appelant le gouvernement à assumer cette décision. On se rend compte donc que le second tour ne reste encore qu'un prétexte et du pain béni pour nourrir les discours d'opposition et donc la faire vivre en ces temps de crise. C'est d'ailleurs une question très intéressante à étudier, presque un cas d'école. Qui du gouvernement et de la majorité parlementaire ou des partis d'opposition prendrait en premier la responsabilité de proposer une date de tenue du scrutin? On le comprend tout à fait. Personne n'aimerait être en position de décider en ce moment de l'avenir d'un pays, tant les enjeux sont lourds et les certitudes sanitaires faibles. Et les polémiques autour de la tenue du premier tour des élections municipales n'arrangent rien. C'est sûr, cette polémique a laissé des traces. La majorité ne veut plus donner l'impression d'être imprudente et de sacrifier la santé des citoyennes et des citoyens sur l'autel de la vie institutionnelle. Elle souhaite impliquer un maximum de familles politiques. L'opposition, quant à elle, si prompte à hurler au coup d'État, dixit Christian Jacob, en cas d'annulation des élections au mois de mars, se montre aujourd'hui beaucoup plus mesurée, comme tu l'expliquais auparavant. En revanche, nombre de candidats et candidates de tous bords politiques, dont Estrosi ou Hidalgo, ont signé une tribune en appelant à la tenue des élections. En effet, et cette tribune conjointe est en soi un fait rare en France, contrairement à d'autres pays en Europe. Cette polémique repose en fait une question fondamentale, celle de la légitimité. Les élus locaux, déjà impactés par la faible participation au premier tour, ont un besoin urgent de voir leur mandat validé par les citoyens et de faire avancer les dossiers de leur ville et relancer la commande publique. D'un autre côté, les autorités nationales, qui n'ont de cesse de voir leur légitimité remise en question, semblaient beaucoup moins hâtives à relancer la machine institutionnelle. Et la création de ce nouveau groupe à l'Assemblée nationale ne va sans doute pas arranger la chose. Et j'ai l'impression que cette question de la légitimité, elle transcende les discours gouvernementaux. Qu'en est-il vraiment ? Pour moi, on peut distinguer deux leviers par lesquels le politique essaye de dresser un tableau rassurant et amélioratif de sa gestion de crise. Le langage et les personnes qui l'incarnent. Par l'adoption de formes discursives s'apparentant à de la prescription, voire à de l'injonction, le champ médiatique et institutionnel tend à impliquer chaque citoyen dans la résolution de la crise, à partager les responsabilités. Ces formes discursives sont d'ailleurs à connecter avec la percée de la légitimité de la science dans le discours politique. La statistique revêt aujourd'hui pleinement force d'arguments. De ce changement de paradigme discursif naît une incertitude entre le doute scientifique et la nécessaire anticipation des acteurs politiques. Tu parlais des personnes qui incarnent le discours. Qu'entends-tu par là ? Tout simplement, la crise a renforcé la masculinisation des discours politiques. Jérôme Salomon, Olivier Véran, Christophe Castaner, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, tous des hommes. Hasard, coïncidence, toujours est-il que la construction d'un discours d'autorité est passée par le genre masculin. Voilà un des atours de la parole politique que l'on espère voir changer dans le monde d'après. Et en parlant du monde d'après, il est maintenant temps d'accueillir nos invités de la semaine. Nous recevons aujourd'hui le collectif Jeunes et Engagés, avec Louis, président et fondateur, et Raphaël, responsable communication. Jeunes et Engagés est un collectif qui se mobilise pour encourager les jeunes à s'investir dans la vie démocratique. A tout de suite. Bonjour Raphaël, bonjour Louis, ravi de vous recevoir dans notre numéro de Point Rouge. Alors, on a déjà présenté votre média, mais je vais vous laisser tout d'abord vous présenter votre média. Pourquoi vous avez créé Jeunes et Engagés? Quelles étaient vos intentions derrière ce projet? Quelle est aujourd'hui votre démarche? Alors, Jeunes Engagés, au départ, est né pour répondre à un besoin, inciter l'engagement de la jeunesse. Aujourd'hui, quand on voit les derniers chiffres aux élections, la participation des jeunes est toujours la plus faible. Alors il fallait créer un outil qui permettait aux jeunes de lire des informations, de pouvoir lire des articles sur une actualité décryptée, sur les grands sujets politiques et de société. Il fallait aussi leur permettre de pouvoir confronter son opinion avec d'autres jeunes. Et donc du coup, on a formé Jeunes Engagés. Donc c'est un média qui réunit ces deux éléments pour permettre à toutes et tous de pouvoir s'engager.
Et quel est votre positionnement finalement en tant que média vis-à-vis de l'engagement des jeunes? En tant que média, on essaye de fournir aux jeunes une information un peu plus faite pour eux, parce que les articles sont écrits justement par des lycéens pour un public entre 16 et 25 ans. Donc c'est des articles pour les jeunes, par les jeunes, qui visent à décrypter l'actualité, l'information, les sujets de société, que ce soit international ou plutôt national ou local, afin que les jeunes qui ne soient pas forcément initiés à la politique comprennent vraiment le principe de la politique en France, puis même plus largement à débattre sur des grands sujets d'actualité et à s'engager auprès d'associations ou même de partis politiques français. D'accord, et vous avez pour but de tendre vers une idée éditoriale politisée ou vous êtes plutôt dans une tendance un peu plus neutre? Alors, on est vraiment un mouvement politique, c'est-à-dire qu'on veut accueillir tous les bords politiques pour qu'ils puissent confronter tous leurs points de vue. Donc on cherche vraiment à rester le plus neutre possible. Donc nos articles, par exemple, restent neutres pour la plus grosse partie et à la fin, le rédacteur, s'il veut, peut publier son opinion, mais c'est deux parties vraiment distinctes. Et on marque quand même une différence entre la neutralité et ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire que la neutralité, ça peut passer par aucune opinion, on ne présente aucune idée politique. Non, le but c'est vraiment de présenter toutes les idées politiques, mais égalitaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas plus présenter des sujets sociaux avec vraiment une idéologie socialiste et d'autres sujets avec une idéologie libéraliste. On va vraiment faire en sorte de représenter toutes les idéologies politiques afin que chacun puisse s'initier et faire son choix, vraiment. Le but à la fin, c'est vraiment de permettre à tous les jeunes de construire son opinion sans préférence avec quelques idées politiques. On en a parlé tout à l'heure dans notre magazine, mais les élections municipales ont été reprogrammées donc au fin juin. Comment vous voyez l'implication de votre média dans cette reprogrammation des municipales? Qu'est-ce que vous allez faire justement par rapport à ces élections? Alors pour l'instant, avec Jeunes Engagés, on n'a pas prévu de faire d'énormes choses pour les municipales. On va sans doute écrire des articles sur la fonction d'un maire, sur les enjeux de ces élections. Mais déjà, pour l'instant, la plupart de nos visiteurs ne peuvent pas voter. Donc, pour l'instant, on préfère attendre un peu avant de se concentrer sur des élections. Même plus largement, notre but, c'est d'abord toucher à la politique, peut-être ensuite inciter au droit de vote, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a je ne sais plus quel pourcentage de jeunes qui ne sont pas allés quand même voter au premier tour des municipales. Peut-être qu'il y avait des circonstances qui faisaient que ce n'était pas forcément le moment propice pour tous d'aller voter. Mais le fait est qu'il y a quand même moins en moins de jeunes leur participation, c'est la plus faible de tous les électeurs. Donc nous, notre but, ça va être justement, comme je le disais, de les informer sur la politique, afin qu'ils puissent se dire, voilà, c'est les idées qui me correspondent, je veux défendre ces idées, donc je vais aller voter pour ces idées-là. Par contre, le 28 juin, on ne prépare pas les élections municipales, mais on a préparé un nouveau lancement. On va rénover notre site. Ouais, le 28 juin en plus. Oui. Donc c'est une nouvelle formule un peu plus ambitieuse qui permettra à beaucoup de pouvoir faire ce qui lui plaît dans le site. On va pousser plus dans la réflexion et dans la vulgarisation, dans ces deux directions-là. Il y aura des groupes de réflexion, les espaces de débat seront un peu plus, conséquents. Tout ce qui peut être mis en œuvre pour inciter l'engagement des jeunes et aussi promouvoir l'échange d'idées, les débats, sera mis en œuvre dans les mesures du possible, bien sûr. D'accord, et du coup, en fait, cette nouvelle formule, ça va devenir peut-être un vrai moyen de communication, puisque vous l'avez dit, une partie des jeunes de votre audience qui ne peut pas voter encore, mais est-ce que ça nécessite quand même une phase d'acculturation quand ils pourront l'avoir? Donc est-ce que vous voyez vraiment comme un média de communication, au-delà d'être un média d'information? Est-ce que vous êtes ce média de communication pour inciter les jeunes à plus participer? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un grand nombre de jeunes qui ne s'est pas mobilisé pour le premier tour municipal le 15 mars. Donc qu'est-ce que vous allez vous donner au-delà d'une restructuration en termes de moyens de communication? Peut-être d'être un peu plus proche des jeunes en ayant vraiment un contact à travers les réseaux sociaux, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué d'organiser quelques événements, mais au niveau des réseaux sociaux, on va essayer d'être en contact avec eux afin que vraiment on puisse échanger nos idées et peut-être répondre à certaines questions, même si on n'est pas là forcément pour ça, faire tout ce qu'on peut pour
communiquer avec nos visiteurs, nos lecteurs, nos auditeurs. Enfin, Le voilà. but final de ce projet, c'est d'inciter les jeunes à la politique un par un. Donc tous les moyens de communication seront mis en œuvre pour que un jeune puis un autre s'engage, fasse des choix et construise son opinion politique. Raphaël Vignot, Louis Dumergy, vous avez 16 ans. Qu'est-ce que c'est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a incité aujourd'hui, au-delà de votre leitmotiv de constat que les jeunes ne participent pas ou peu à la politique? Qu'est-ce qui vous a motivé, humainement parlant, à lancer ce genre d'initiative aujourd'hui dans un contexte où les médias sont un peu saturés d'initiatives comme la vôtre? Au départ, j'avais déjà envie de lancer un projet sur la politique. Je voulais m'engager, je ne savais pas comment. Et avec Tom et Noé, donc, qui sont les deux autres fondateurs du site, on a vraiment pensé ensemble ce projet. Et finalement, avec le résultat qu'on a eu, on a tiré beaucoup de nouveaux comme Raphaël. Et donc, du coup, je ne sais pas pourquoi il nous a rejoints. Bon, je trouvais que l'initiative était bonne et bon, si je pouvais participer à quelque chose, autant le faire maintenant parce que là, il y avait les conditions propices et le temps nécessaire à faire de cette tâche. Comment vous voyez l'avenir de votre site? Vous avez dit que vous avez 16 ans et quand on est jeune, on a des engagements qui sont des fois assez volatiles. On essaie d'aller voir un peu partout, différents trucs qui nous intéressent, on change d'opinion. Comment vous voyez, vous, l'avenir de votre plateforme? On n'a pas un plan vraiment de développement. Genre dans 5 ans, je ne vois vraiment pas ce que sera Jeune Engagé. Peut-être que ça n'existera même plus. Mais donc pour l'instant, on fait vraiment au cas par cas. On développe petit à petit avec de nouvelles idées qui viennent vraiment de toute notre équipe. Tous ceux qui ont des idées, on les écoute et on met tout en œuvre. Vous avez un message pour vos potentiels futurs lecteurs de Jeunes Engagés à faire passer aujourd'hui? Bah, si vous avez des idées à transmettre, si vous avez envie de vous engager dans quelque chose, venez. On a besoin de personnes qui s'engagent, on a besoin de personnes qui débattent, on a besoin de personnes qui rédigent pour aider justement les autres qui n'ont pas forcément la chance ou les opportunités de s'intéresser à la politique, à s'intéresser vraiment et à participer à la vie citoyenne de demain. Alors, merci Louis, merci Raphaël. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner sur l'ensemble de vos plateformes de visionnage et à liker cette vidéo. Et on se retrouve très rapidement dès la semaine prochaine pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Merci.